Bonjour tout le monde, je pense qu'on peut tranquillement commencer midi 2. On est déjà 148 participants. Merci d'être là en si grand nombre. Parfait, allons-y. Alors bonjour, on va y aller sans plus tarder. Avant qu'on se présente, ma collègue et moi, j'ai quelques informations à vous partager là, sur le déroulement du webinaire de ce midi. Donc, on indique qu'on va finir à 1h15, mais je suis consciente que vous êtes sur votre heure de dîner. Alors, on devrait être en mesure de finir avant ça. Mais dans tous les cas, on prévoit du temps là, à la fin pour répondre à vos questions. Alors, on vous invite pendant la présentation à nous envoyer vos questions dans la section questions-réponses, donc QR que vous voyez dans la barre là, en haut de votre écran, pour que ma collègue et moi, on puisse y répondre. Aussi, sachez que le webinaire va être enregistré et vous allez recevoir le lien par courriel, excusez-moi, d'ici les 2 prochaines semaines. Puis la présentation va être disponible, puis vous pourrez obtenir une attestation de participation pour ceux et celles qui en ont besoin. Et vous pourrez en faire la demande lorsque vous recevrez le lien du webinaire par courriel. Alors, présentons-nous. Mon nom est Geneviève Gravel. Je suis coordonnatrice à la formation et au transfert de connaissances à l'appui pour les proches aidants. Et je suis en compagnie de ma collègue qui va se présenter. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Guylaine Thériault. Je suis responsable régionale au soutien des communautés et de développement des services à l'appui. Je couvre le secteur de Capitale-Nationale et les projets nationaux. Merci, Guylaine. OK, alors, je vais skipper notre plan de match. OK, plan de match pour ce midi, c'est le suivant. Donc, on va découvrir les pratiques gagnantes en soutien aux personnes proches aidantes. On va explorer des outils concrets pour vous soutenir dans vos interventions auprès des personnes proches aidantes. On va voir comment vous pouvez les faire vivre, ces pratiques gagnantes-là, dans vos milieux respectifs et aussi comment vous pouvez contribuer aux savoirs collectifs qui ont été au centre de ce projet-là. Alors, afin de découvrir les pratiques gagnantes, encore faut-il savoir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qu'une pratique gagnante? Une pratique gagnante, c'est une façon de faire qui peut apporter des bénéfices dans la réponse aux besoins variés des personnes proches aidantes. Elle concerne à la fois le développement des services, la prestation et les approches à privilégier. Alors, les pratiques gagnantes qu'on présente ici ne sont pas une fin en soi, mais vraiment plutôt un baromètre des pratiques qui vont évoluer et se perfectionner au fil du temps. Et elles sont gagnantes au sens où, en étant combinées, elles ont plus de chances d'avoir un effet positif sur la qualité de vie des personnes proches aidantes. Alors, les pratiques gagnantes, c'est un peu un terme qui regroupe des pratiques de différents ordres. C'est à la fois des pratiques essentielles, celles qui forment, on peut dire, la base sur laquelle on va développer un service. Mais on a aussi des pratiques émergentes ou novatrices. Donc, il y en a certaines qui vont être appuyées par la science, par la recherche, tandis qu'il y en a d'autres qui sont encore peu documentées, mais tout de même pertinentes et inspirantes pour le milieu. Alors, on peut dire que les pratiques gagnantes, c'est un large éventail de pratiques qui touchent à différentes thématiques. Et dans ce cas-ci, on va parler de soutien psychosocial, de répit, d'information-formation, de services numériques, de soutien auprès des hommes proches aidants et de post-aidance. Mais l'ensemble des pratiques gagnantes vise tout le même objectif, donc d'offrir des services de qualité aux personnes proches aidantes puis de favoriser l'amélioration continue. À quoi servent les pratiques gagnantes? Un peu dans la même logique, ça sert à soutenir le développement des services aux personnes proches aidantes, d'améliorer la qualité des services offerts, de s'inspirer des savoirs terrain et scientifiques, de stimuler la réflexivité professionnelle. Puis quand je parle de réflexivité professionnelle, c'est vraiment la capacité à prendre du recul sur sa propre pratique. Donc, c'est vraiment une posture qui va nous amener à se questionner sur soi dans le cadre de son travail, à faire preuve de réflexion critique, donc un esprit critique finalement. Les pratiques gagnantes vont servir à faire évoluer les connaissances puis les pratiques, à favoriser le partage et la circulation des savoirs, puis à vous outiller aussi dans un contexte de soutien clinique et de contribuer à une culture d'apprentissage qui va être continue. Alors, ça vient de où ça, les pratiques gagnantes? Je vais pas y aller trop longuement sur la méthodologie, mais je pense que c'est important de dire quelques mots à ce sujet-là quand même. Alors, pour élaborer les pratiques gagnantes, on s'est vraiment appuyé sur une démarche rigoureuse, mais aussi évolutive, donc qui va évoluer dans le temps, comme je disais tantôt. Puis, c'est la raison principale pourquoi on a pris la décision de les afficher en ligne sur notre site Internet et non pas dans un guide papier, parce qu'on voulait avoir la flexibilité puis l'agilité nécessaire pour pouvoir les mettre à jour régulièrement.
Puis on sait, là, il y a actuellement plusieurs recherches en cours en lien avec la proche aidance, plein de données qui sortent continuellement. Donc, c'est important pour nous d'être en mesure de pouvoir les bonifier au fil du temps. Alors, la première étape a été la revue littérature. On a recensé plus de 200 écrits là, pour l'ensemble des différentes thématiques. On a analysé les données, on les a synthétisées pour faire ressortir les mots-clés, les éléments communs dans les différentes études. On a aussi fait une collecte de données terrain auprès d'intervenants, d'intervenantes, d'organismes et parfois même auprès de personnes proches aidantes. Donc, parmi vous, je suis certaine qu'il y en a une couple à qui on a parlé dans le cadre de ce projet-là. Alors, on cherchait vraiment à entendre ce qui fonctionne bien dans les différents organismes communautaires, autant du point de vue des intervenants, intervenantes que des gestionnaires. Puis, on a fait, c'est ça, au total, 60 entrevues focus group avec des organismes communautaires là, un peu partout au Québec qui offrent des services aux personnes proches aidantes. Par la suite, on a croisé les données scientifiques avec les savoirs expérientiels. C'est ce qui nous permettait de mettre en valeur justement à la fois la recherche et l'expérience qu'on avait entendue du terrain. Puis c'est comme ça qu'on en est arrivé à rédiger les pratiques gagnantes, puis à les faire relire, valider par des cliniciens experts dans le domaine, des chercheurs, des personnes proches aidantes aussi. Donc, ça ressemble à ça pour ce qui est de la métho. Puis comme je disais, où est-ce qu'on les retrouve? Les pratiques gagnantes sont accessibles à partir de notre site web dans la section professionnelle. Puis d'ailleurs, là, à la fin de la présentation, on pourra vous partager le lien. Donc, je vous encourage à rester avec moi pendant le webinaire et pas d'aller surfer sur le site, pas encore. Alors, la page d'accueil ressemble un petit peu à ça. Vous avez accès à 6 différentes thématiques ainsi qu'à 2 parcours de formation en ligne qui ont été développés là, justement en lien avec les pratiques gagnantes auprès des hommes proches aidants et la post-aidance. Je vais y revenir tantôt. Vous avez accès à notre boîte à outils qui a été développée dans le cadre de ce projet-là. Et ça encore, on va la regarder ensemble tout à l'heure. Et aussi à la méthode qui a été employée dans le cadre de ce projet-là. Puis avant de plonger dans les 6 différentes thématiques, je pense que c'est important de vous rappeler en fait d'où découle ce projet-là. Donc, ça vient du plan d'action gouvernemental en proche aidance et l'appui a été mandaté dans le cadre de la mesure 31 pour actualiser ces anciens guides en soutien psychosocial, en répit, en infoformation aussi, mais aussi pour développer des nouvelles pratiques autour des services numériques. Et le plan visait aussi la création de pratiques gagnantes pour mieux soutenir les hommes proches aidants et les personnes proches aidantes qui sont confrontées à la post-aidance. Donc, vraiment, on parle là, de la fin de leur rôle actif. Et pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas au courant, depuis octobre 2020, une loi est en vigueur au Québec pour reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes. Et le plan d'action dont je parle en ce moment découle de cette loi-là. Alors, quelles sont les thématiques? On retrouve 3 services de pratiques gagnantes. Donc, pour le soutien psychosocial, pour le répit, pour l'information et la formation. 2 parcours de formation en ligne asynchrone et gratuits, là, comme je disais, sur les hommes proches aidants et la post-aidance, et aussi des pratiques gagnantes en services numériques. Alors, voyons voir maintenant, concrètement, ça ressemble à quoi ces pratiques gagnantes-là? En fait, les pratiques gagnantes sont vraiment présentées de cette façon-là. Donc, vous avez toujours 3 niveaux d'information. Et ici, pour l'exemple, j'ai pris la pratique gagnante numéro 6, qui concerne le soutien psychosocial. Donc, dans ce cas-ci, le libellé de la pratique, c'est le suivant. Donc, s'inscrire à l'intérieur d'une ou de plusieurs approches d'intervention adaptées aux besoins des personnes proches aidantes. Ensuite, il y a toujours une description détaillée de ce que ça veut dire finalement, cette pratique-là. Ici, par exemple, on peut lire que le service repose sur l'utilisation d'approches puis de techniques qui sont validées dans le domaine de l'intervention psychosociale et aussi qu'en intégrant différentes approches, il devient possible d'ajuster ces pratiques à chaque personne proche aidante. Puis par la suite, vous avez une section déroulante sur comment appliquer concrètement cette pratique-là. Je vais vous montrer un exemple dans ce qui suit. Ici. Alors, ça donne quelque chose comme ça. Ici, dans ce cas-ci, on invite l'intervenant, l'intervenante à s'appuyer, comme je disais, sur des approches pertinentes et reconnues dans le domaine de l'intervention psychosociale. On va parler entre autres de l'approche humaniste, systémique, l'approche d'empowerment, l'approche interculturelle, l'approche de partenariat. On va parler des approches brèves aussi, comme par exemple l'approche orientée vers les solutions, l'approche narrative, l'entretien motivationnel, etc. Je ne veux pas toutes les passer, là, mais rapidement, l'importance d'adapter le choix de son de ces approches en fonction de la nature, du niveau d'intervention et des besoins spécifiques de chaque personne proche aidante. De contribuer à une
pratique réflexive continue au sein de l'équipe pour favoriser une réflexion consciente puis critique de sa pratique, de ses choix. Puis aussi de se tenir informé des approches d'intervention pertinentes en suivant des recherches récentes, en découvrant des approches émergentes, notamment celles qui répondent aux besoins des personnes proches aidantes. Pour ce qui est des pratiques gagnantes dans l'utilisation du numérique, vous retrouverez là, différentes sections selon le service qui vous intéresse, mais on a quand même 5 pratiques gagnantes à l'échelle de l'organisation là, en lien avec le numérique. Donc, on a comment justement élaborer une stratégie numérique, comment opter pour une transition numérique qui va être progressive, comment adopter des mesures concrètes pour favoriser l'inclusion numérique. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toutes les personnes proches aidantes qui sont à l'aise avec l'usage de la technologie du numérique. Donc, comment inclure tout le monde dans cette transition-là? Comment développer ou mettre à jour des politiques organisationnelles en lien avec le numérique et aussi la cybersécurité. Et on a des pratiques gagnantes qui sont transversales aux services que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, des pratiques gagnantes sur les services de soutien psychosocial à distance, dans le cadre du répit à l'ère du numérique et en lien avec les activités d'information puis de formation en ligne. Maintenant, pour ce qui est de la post-aidance, comme je vous le disais, les pratiques gagnantes sont présentées en post-aidance, dans la forme d'un parcours de formation en ligne. On avait beaucoup de matière. On a parlé à plusieurs organisations qui offraient des services en post-aidance. C'était extrêmement riche, extrêmement intéressant et les besoins par rapport aux services là, aux proches aidants en post-aidance sont importants. On l'a entendu à plusieurs reprises. Donc, on s'est dit, avec toute cette belle matière-là, je pense que la meilleure façon de le véhiculer, c'est probablement avec un parcours de formation en ligne et c'est ce qu'on a fait. Alors, c'est le fun, c'est asynchrone, alors vous pouvez la suivre au moment qui vous convient parce qu'on le sait que le temps est assez précieux pour tous et toutes. Alors, pour vous donner envie d'aller plus loin dans cette formation-là, voici les thèmes que vous allez retrouver. Donc, comment reconnaître la spécificité de la post-aidance? Comment saisir les différentes situations de vie qui vont mener une personne proche aidante à vivre la fin de son rôle actif? Il y en a plusieurs. Ce n'est pas seulement après le décès de la personne aidée, par exemple. Donc, comment intervenir en amont, c'est-à-dire de manière préventive aussi. Et ça, c'est le module 1. Je vais vous donner quelques infos sur le module 2. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Donc, comment accompagner la personne proche aidante à faire son bilan de son rôle, de ses expériences, de sa trajectoire. Comment la soutenir dans sa réappropriation identitaire. Comment la soutenir dans l'exploration et la reconstruction de son réseau de soutien, dans la réorganisation de son quotidien aussi. Et comment l'accompagner à réfléchir à la suite de son parcours de vie. Et justement, dans nos parcours de formation, on a des capsules vidéo d'experts, de cliniciens, de proches aidants eux-mêmes qui nous parlent de ce sujet-là. Et je vais vous en présenter un maintenant. Le deuil vécu en post-aidance est particulier parce qu'il est teinté de l'expérience de la proche aidance. Donc, comment ça a été vécu, cette expérience de proche aidance-là? Donc, il y a tout ce qui teinte un deuil, peu importe le contexte, mais il y a cet aspect-là qui se rajoute, en ce sens qu'il y a des proches aidants qui vont avoir mis leur vie entre parenthèses pendant des années. Leur vie va avoir été centrée sur les besoins de l'autre. Il y en a qui vont avoir arrêté de travailler. Il va avoir eu des pertes de leur réseau social, de leurs loisirs, comme une perte d'identité parce que tu n'es plus un travailleur. Des fois, tu ne sens même plus être la conjointe de, tu es la proche aidante de. Et ce rôle-là a pris beaucoup de place. Des fois, a pris toute la place. Tu t'es oublié dans l'expérience. Et la façon de voir cette expérience-là va venir teinter le deuil. Donc, si ça a été une expérience relativement positive et soutenue, le deuil risque d'être plus facile. Puis en même temps, et inversement, si l'expérience de proche aidance a été difficile, il y a eu de la détresse, il y a eu de l'épuisement, un réseau plus soutenant ou des expériences des fois qui peuvent être traumatisantes, des expériences négatives en lien avec les soins reçus ou avec le décès. Fait qu'il y a beaucoup d'aspects de l'expérience de proche aidance qui va venir teinter la façon dont le deuil va se vivre. Rajouter à ça tout le tourbillon des émotions qui sont vécues depuis le début de l'expérience de la proche aidance. Donc, tout ça vient rendre ce deuil-là bien spécifique.
Alors ça, c'était Madame Marie-Chantal Gagné, là, qui est la directrice générale d'Albatros Québec, qui a vraiment eu la gentillesse là, de nous enregistrer cette capsule-là, qui a participé aussi aux entrevues là, pour les pratiques gagnantes en post-aidance. Donc voilà, des propos justes qui reflètent vraiment ce que différentes personnes proches aidantes vont vivre au moment de la post-aidance. Et maintenant, dans la formation sur le soutien auprès des hommes proches aidants, on va retrouver les 5 modules suivants. Donc, comment mieux comprendre les réalités masculines en proche aidance, comment adapter l'accueil des proches aidants au sein de l'organisme pour qu'ils puissent se reconnaître dans ces environnements-là, comment s'appuyer sur une approche d'intervention qui est sensible au genre masculin, la façon de proposer des services et des activités qui sont aussi adaptés aux besoins des hommes proches aidants, et comment favoriser l'amélioration des pratiques auprès des hommes proches aidants. Puis encore une fois, dans cette formation-là, vous allez retrouver des témoignages de différentes personnes ayant une expertise clinique auprès des hommes proches aidants ou encore des hommes proches aidants eux-mêmes qui vont témoigner de leurs expériences auprès des services. Et justement, j'ai un autre témoignage pour vous. Il s'agit de M. Michel Théroux, qui a été proche aidant plusieurs reprises au cours de sa vie et qui a eu recours à différents services là, pour les hommes proches aidants, pour les proches aidants de manière générale, en tant qu'homme proche aidant. Alors, pour les intervenants qui soutiennent des hommes proches aidants, c'est de les laisser de temps en temps peut-être discuter de sujets qui paraissent peut-être un peu moins intimes, ou, parce que ça fait une genre d'introduction, une camaraderie, puis par la suite, on peut comme aller un peu plus en profondeur. Ça, c'est peut-être une façon. Et entre autres, on parle souvent que c'est difficile d'assez recruter de nouveaux membres, si on peut parler ça ainsi, de favoriser énormément le recrutement par bouche et oreille, dans le sens d'inciter les personnes présentes, gênez-vous pas. Si vous voyez d'autres de vos collègues, de vos amis qui vivent une situation semblable, écoutez, parlez-en, puis si au pire aller, vous pouvez lui demander, est-ce que vous voulez que l'organisme que je consulte puisse vous communiquer quelque chose, vous appeler, parce que dire à un proche aidant homme, et entre deux rencontres, j'ai une rencontre maintenant, on vient de la terminer, puis là, je vois que, comme intervenant, je vois que c'est pas trop fort, puis la prochaine rencontre est dans 2 semaines, lui dire, écoute, gêne-toi pas, appelle-moi, je vais être disponible pour toi. 99,9% des chances qu'il n'y aura pas d'appel. Sauf que si, comme intervenant, je lui dis, écoute, j'aurais le goût de t'appeler entre les deux, une période, entre nos 2 rencontres, là, ou les 2 prochaines activités, j'aimerais ça t'appeler juste pour voir comment ça va. Est-ce que tu accepterais que je t'appelle? Vous avez des chances d'avoir 95 à 99,9 de réponse oui. Et là, le contact pourrait se faire et l'aide pourrait être aussi probablement bénéfique dans ces situations-là. Alors, rien de mieux que d'entendre un proche aidant nous raconter sa propre expérience. Puis justement, ça va vite, là, on est dans un webinaire, mais je vous encourage fortement à aller consulter, à aller voir les formations pour entendre les différents témoignages. Donc, comment s'inscrire justement? En fait, vous allez voir là, sur la page d'accueil des pratiques gagnantes, vous avez une section sur les formations en ligne asynchrone. Et dans les pages thématiques hommes, proches aidants et post-aidance, vous avez accès à un lien là, qui va vous mener à la plateforme de formation. Puis je le répète, là, c'est gratuit. Et surtout, il y a un sondage de satisfaction à la fin de ces formations-là. N'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos expertises aussi. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est appelé à évoluer, à se bonifier au fil du temps. Donc, on est toujours heureux de vous lire puis que vous contribuez finalement aux pratiques gagnantes, à ce projet-là. Donc, on rentre tranquillement dans la partie préférée, ma partie préférée du webinaire sur les outils concrets pour vous soutenir dans vos interventions. Alors, on a fait une boîte à outils en lien avec ce projet-là. Puis actuellement, on a 5 outils qui concernent l'identification des besoins des personnes proches aidantes, parce qu'on parle de besoins depuis tantôt. Mais bref, on va approfondir tantôt. Donc, l'identification des besoins des personnes proches aidantes, l'exploration de leur contexte, les facteurs de risque de protection en proche aidance. On a aussi une cartographie pour mieux visualiser le réseau de soutien de la personne proche aidante et aussi une échelle de fatigue pour mieux reconnaître les signes de stress. Mais avant de passer en revue ces différents outils, je tiens aussi à mentionner qu'on a toute une section qui porte sur les différentes ressources externes produites par des collaborateurs, des partenaires,
différents organismes en proche aidance, puis ça vaut la peine de faire une visite là, parce qu'il y a quand même plusieurs belles choses qui ont été publiées dans l'écosystème de la proche aidance. Donc, vraiment une boîte à outils avec beaucoup d'informations, une petite mine d'or. On a aussi des liens pour vous aider, vous, organisations, là, à démystifier le numérique et ses usages aussi à l'interne. OK, alors, on plonge. Pour ce qui est des besoins des personnes proches aidantes, on a vraiment développé un outil pour vous aider à bien vous situer dans les différents besoins que peuvent ressentir les personnes proches aidantes. Parce que en intervention, on remarque un défi fréquemment rencontré par les intervenants-intervenantes, c'est de bien traduire le vécu exprimé par les personnes proches aidantes en termes de besoins. Puis saisir les besoins, c'est important quand on veut cibler un objectif d'intervention avec la personne proche aidante, quand on veut prioriser avec elle ce qui est le plus important pour elle dans le moment présent, quand on veut lui partager de l'information juste qui va résonner avec son besoin du moment, mais aussi pour l'orienter vers les services, les ressources qui sont le plus en mesure d'y répondre. Bref, saisir les besoins, c'est quand même vraiment essentiel. Donc, vous retrouverez un outil téléchargeable avec les différentes catégories de besoins fréquemment vécus chez les personnes proches aidantes. On a différentes catégories, là, je peux les passer rapidement en revue, mais tout ce qui concerne les besoins d'information et de connaissances, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs informations dans différentes sphères de la vie quotidienne, souvent qu'on doit saisir comme personne proche aidante. Là. Donc, besoin d'information, connaissances, besoins émotionnels, spirituels, psychologiques, ce qui concerne les besoins physiques, les besoins de répit aussi, tout ce qui concerne les besoins relationnels et sociaux, les besoins de reconnaissance, de valorisation, les besoins matériels et pratiques aussi. Ensuite, pour entendre les différents besoins, il faut être en mesure aussi de poser les bonnes questions pour bien saisir c'est quoi la situation qui est vécue, c'est quoi le contexte de la personne proche aidante avec qui on intervient, mais aussi sa relation avec la personne aidée et parfois même la dynamique familiale aussi. On a donc développé un outil avec des idées de questions à poser sur les différentes sphères de la vie de la personne proche aidante pour mieux explorer son contexte, pour mieux entendre ses différents besoins finalement. Alors, on a des questions pour justement explorer la santé physique, psychologique, émotionnelle. On le sait que plusieurs personnes proches aidantes vont peut-être pas aller à leurs rendez-vous médicaux et prioriser les besoins de la personne aidée, comme Marie-Chantal le nommait dans le témoignage tout à l'heure. Donc, des questions en lien avec ça. Des questions pour mieux comprendre la trajectoire vécue. Des questions pour analyser sa perception qu'elle a du rôle de proche aidant et de ses responsabilités. Des questions pour mieux identifier c'est quoi les défis actuels qui sont vécus. Et des questions pour l'aider, pour voir c'est quoi les valeurs, c'est quoi les croyances, c'est quoi les motivations qu'elle a aussi en lien avec son rôle. Alors oui, c'est important d'identifier les différents besoins, de les prioriser, mais c'est aussi important d'identifier les différents facteurs de risque et de protection qui influencent le bien-être de la personne proche aidante au sein de son environnement. Puis quand on parle de facteurs de risque et de protection, là, vous êtes des intervenants professionnels, là, vous savez qu'est-ce que c'est, mais juste pour être sûr qu'on est tous à la même place, ce sont des éléments, des conditions qui peuvent favoriser ou nuire à la santé, au bien-être et à la qualité de vie d'une personne. Alors, l'objectif d'identifier ces facteurs dans un contexte de proche aidance, c'est de mieux reconnaître les défis et les besoins spécifiques à la personne proche aidante. Puis en discuter avec elle, ça peut aider à prévenir les situations de vulnérabilité puis l'aider à mettre en place des stratégies d'adaptation. Alors, on va retrouver différentes catégories de facteurs spécifiques à la proche aidance, donc tout ce qui concerne, encore une fois, là, sa santé physique et psychologique, parce qu'on sait que c'est un rôle qui peut être très exigeant, qui peut être très stressant. Tout ce qui concerne ses relations interpersonnelles, est-ce qu'elle est entourée, est-ce qu'elle est seule, comment ça se passe de ce côté-là? Des questions par rapport à son contexte géographique. Est-ce qu'elle demeure loin des services, par exemple? C'est des choses qu'il faut savoir. Des questions, en fait, c'est des informations qui concernent la conciliation des rôles. Parce qu'en plus de son rôle de personne proche aidante, est-ce qu'elle a des responsabilités parentales? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle est aux études? C'est-tu une personne proche aidante, un parent aidant finalement aussi? Donc, c'est important de savoir c'est quoi les différents rôles qu'elle porte au quotidien et qu'elle doit concilier. Est-ce qu'il y a un équilibre ou pas? Ou bon, c'est à explorer, bien entendu. Des facteurs aussi qui concernent les activités, les services, les ressources. Est-ce qu'elle connaît les services qui existent sur son territoire? Est-ce qu'elle a du temps aussi pour faire des loisirs qui lui font du bien? Et aussi des aspects là, qui concernent plus les facteurs socio-identitaires. Donc, vraiment, un outil
qui implique aussi une échelle de gradation à remplir pour vous aider à avoir une idée plus claire d'où la personne proche aidante se situe vis-à-vis de ces différents facteurs-là. Ensuite, on a une version, je dirais pas mal cute, du baromètre de la fatigue afin de vous aider à identifier puis de reconnaître les principaux signes de fatigue chez la personne proche aidante. Alors, vous pouvez vous en inspirer pour bien explorer son contexte puis même l'aider à peut-être prendre conscience de son degré de fatigue. C'est un outil qui peut vous aider à repérer les principaux signes d'épuisement, les principaux signes d'alarme, idéalement avant l'épuisement. C'est un outil qui peut soutenir la mise en place de stratégies de prévention puis d'adaptation aussi. Et finalement, on a la cartographie de soutien. Donc, c'est un outil en anglais qui s'appelle le Care Mapping, qui permet de recenser l'ensemble des personnes sur lesquelles la personne proche aidante peut compter dans son réseau, dans son milieu. Alors, c'est un outil visuel qui peut faciliter l'organisation des services, des soins, des tâches, en clarifiant les rôles de chacun, puis en identifiant les domaines où le soutien est peut-être manquant. Ça peut aussi aider à élaborer un plan d'action qui va être réaliste et concret. Puis en fait, c'est ça, la cartographie peut vraiment offrir une vision qui va être globale puis détaillée du réseau de soutien formel et informel de la personne proche aidante. Donc, c'est qui les personnes qui composent son réseau de soutien? Quels sont les organismes actuellement impliqués, les services qui sont en place? Puis quels sont les liens entre les différents acteurs présents actuellement? Alors, ça vous donne quand même un aperçu rapide là, des différents outils qui sont rattachés aux pratiques gagnantes, mais c'est sûr que, bon, ça va vite, hein, c'est un webinaire, je vous encourage à prendre le temps d'aller les télécharger puis de les consulter dans leur entièreté. Et maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Guylaine sur la section faire vivre les pratiques gagnantes. Comment est-ce que vous pouvez les faire vivre, vous en servir dans vos milieux? Donc, pour répondre à cette question, je vais laisser Guylaine. T'es là, super. Alors, à toi la parole. Merci beaucoup, Geneviève, que c'est intéressant. Alors, oui, comment on peut s'en servir de ces belles pratiques-là qui sont assez claires, qui sont variées? Alors, si vous avez l'intention de développer un nouveau service, les pratiques gagnantes pourraient vous aider à orienter le développement parce que justement, il y a beaucoup d'outils et c'est quand même du pratico-pratique. Alors, c'est intéressant pour développer un nouveau service et s'assurer qu'on a tous les éléments importants. On peut aussi s'en servir pour alimenter des rencontres de supervision ou de soutien clinique. Souvent, on ne sait pas, on pourrait avoir des idées avec nos intervenants, comment intervenir, est-ce qu'il y a, exemple, des rencontres qu'on peut faire entre collègues et enrichir, dans le fond, la supervision de ce soutien clinique-là. Il y a aussi, on peut s'en servir pour la révision des cadres d'intervention et de politique interne. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous être utiles à ce moment-là. Ça aussi, de le consulter, ça va vous donner des idées et aussi peut-être mettre des trucs pour faire des mises en situation. Il y a aussi, on peut s'en servir pour nourrir les espaces de collaboration. Souvent, peut-être qu'il y a des organismes qui collaborent ensemble et le fait de pouvoir échanger sur certaines thématiques ou certaines problématiques ou certains bons coups, ça alimente évidemment la réussite, je vous dirais, ou en tout cas initier l'espace de collaboration. On peut s'en servir aussi pour soutenir les interventions auprès des proches aidants. Vous avez vu que Geneviève vous a présenté tout plein de belles fiches. Ça donne vraiment des idées parce que parfois, on oublie de poser certaines questions. Donc, ça nourrit l'espace de soutien aussi au niveau des personnes proches aidantes et des intervenants. Ainsi, on trace de meilleurs profils. Ensuite, évidemment, on peut s'en servir pour enrichir des activités de formation et de soutien. Souvent, lorsqu'on arrive avec du nouveau personnel, par exemple, ça peut être une source vraiment enrichissante pour la formation, la sensibilisation. Donc, il ne faut pas hésiter à les consulter. Il y a énormément de matériel. La deuxième, la suite. Oui, c'est bon, t'es dedans, je l'ai changé. OK.
Ils se ressemblent un peu quand même, Guylaine. Oui, c'est ça, je suis désolée. Non, c'est correct. Alors, comment est-ce qu'on peut vous soutenir dans cette appropriation-là des pratiques gagnantes? Eh bien, on peut vous offrir des conférences, des ateliers ou des présentations sur les pratiques gagnantes. Les responsables régionaux de votre secteur peuvent, en communiquant avec eux, vous allez pouvoir bénéficier de ce genre de service-là. Ça peut aussi, pour l'appropriation des pratiques gagnantes, ben, le fait d'organiser des espaces de collaboration. Par exemple, certaines communautés de pratiques, par exemple, le fait d'organiser cet espace-là et d'expliquer certaines pratiques gagnantes, soit pour le répit, le soutien psychosocial, l'information, la formation, selon votre besoin. On peut offrir aussi de l'accompagnement individuel aux intervenants et aux gestionnaires au sein des organismes. Encore une fois, c'est lorsque des fois on a soit du nouveau personnel, on veut orienter davantage le service vers une pratique gagnante. Donc, ça peut être un élément qui peut vous aider beaucoup. Évidemment, lorsque on met en place des belles pratiques, des bons coups, ben nous, on peut les faire rayonner, ces bons coups-là, donc en les partageant avec l'apprentissage à l'échelle nationale. C'est important quand même de voir que quand il y a des bonnes pratiques qui se font, ben c'est bien de les partager. Un exemple, ben justement, on a une organisation qui utilise une pratique gagnante en répit afin de permettre une meilleure flexibilité au niveau de l'horaire, par exemple. Il y a des proches aidants qui ont des horaires un peu variables. Lorsqu'on veut du répit, souvent c'est sélectionné d'avance. Parfois, c'est difficile d'avoir du répit. Alors, il y a une organisation qui a mis en place comme un site web où l'horaire de l'éducateur qui est dédié, si vous voulez aller aider, parce que souvent dans certains répits, c'est toujours les mêmes accompagnateurs qui accompagnent l'aidé. Alors, le calendrier, l'horaire a été mis à la disposition du proche aidant pour voir sa disponibilité dans les 2-3 prochaines semaines. Donc, ça permet au proche aidant d'avoir une belle flexibilité. Donc, de voir s'il n'y aurait pas de possibilité un soir, les fins de semaine, de jour. Et ça, je pense que c'est très bien. Puis ça vient joindre aussi la pratique gagnante, dans le fond, de pouvoir utiliser des stratégies numériques. Le fait d'avoir accès à du numérique sans toujours avoir besoin parce que des fois, après 4 heures, 5 heures, les organismes ne sont plus là, ils ne répondent pas nécessairement tout de suite. Donc, le fait d'avoir accès à un calendrier numérique pour planifier des répits, je pense que ça fait partie des belles pratiques gagnantes. Comment on peut contribuer au savoir collectif? Encore là, il y a une évaluation. Comment on peut faire avancer ce savoir-là? Ben, c'est de contribuer à l'évolution des pratiques gagnantes. Ben, une des choses, je pense, qui est super importante, ben, c'est de consulter le site des pratiques gagnantes. Il faut aller jeter un coup d'œil et vous allez voir que vite, une fois entré dedans, vous allez vouloir voir la suite parce que c'est extrêmement bien fait et riche. Ça vous permet aussi d'identifier les thématiques prioritaires pour votre organisation. Donc, si c'est du répit, le soutien psychosocial, l'information et la formation, ça nous dirige directement vers les besoins. Ça peut aussi permettre de collaborer avec votre responsable régional, évidemment, mes collègues, les responsables régionaux de votre secteur. Donc, vous pouvez à ce moment-là nous partager vos avancées dans le savoir et ça fait évoluer évidemment nos pratiques gagnantes parce que c'est quand même quelque chose qui est en mouvement et c'est bien de pouvoir le faire, de nous les partager. Intégrer aussi des pratiques gagnantes dans vos activités de développement professionnel. Ça aussi, ça a une portée d'évolution, de savoir, parce que vous les mettez en pratique et vous pouvez constater le bienfait ou des choses à améliorer dans vos développemps professionnels. On peut suivre aussi les parcours de formation en ligne. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très bien. Les 2 formations asynchrones dont Geneviève parlait
C'est formidable. Je vous invite vraiment à les voir puis à les utiliser. Elles sont fort intéressantes et encore là, ça permet vraiment une belle évolution dans le savoir au niveau des pratiques gagnantes. Et vous avez aussi de partager vos expériences et vos rétroactions, comme l'exemple que je viens de vous donner tout à l'heure. C'est un organisme qui m'a partagé, dans le fond, son projet de vouloir mettre à la disponibilité des proches aidants une grille horaire et c'est fantastique. Donc, ça peut être une pratique intéressante au niveau du répit. Puis, comment nous contacter? Eh bien, vous pouvez consulter le site de l'appui. Vous allez à la section Nous sommes. Vous allez voir, vous allez chercher notre équipe et vous avez qu'à cliquer sur Soutien aux communautés et développement des services. Et là, vous allez trouver votre responsable régional dans votre territoire. Et puis, ben, vous nous envoyez un courriel en précisant vos besoins. Et si vous saviez à quel point ça nous ferait plaisir de pouvoir vous accompagner dans ce projet qui est, à mon avis, extrêmement intéressant et on est dans le mouvement de l'évolution. Donc, voilà. Génial. Merci, Guylaine. Super. Bien, bien. Alors, on arrive tranquillement à la fin. En fait, comme je vous disais là, au tout début, comme Guylaine vient de le mentionner aussi, ben, c'est un projet qui est constamment en évolution. Alors, voici ben, les prochaines bonifications là, auxquelles on peut s'attendre. Donc, on a aussi 3 outils liés aux services qui vont être publiés sous peu. Donc, le but, c'est vraiment qu'on ait tous le même langage quand on parle des différents types de services de soutien psychosocial, de répit, d'information, formation. On les décline vraiment selon les différents types. Puis dans ces outils, on va retrouver aussi les avantages pour les considérations selon chaque type de service. On va aussi avoir, ben justement, comme Glenn le mentionnait, des présentations disponibles qu'on va pouvoir offrir selon les différentes thématiques. Donc, on pourrait avoir une présentation que sur les pratiques gagnantes en soutien psychosocial, qu'en répit, en infoformation, sur les hommes, en post-aidance, sur les services numériques. Donc, comme je disais, c'est un webinaire, hein, ça va vite. On nomme beaucoup d'informations dans un court laps de temps, mais on va avoir des présentations pour aller un petit peu plus loin selon vos besoins aussi. On va aussi actualiser les parcours de formation dont on parle constamment. On va aussi intégrer des capsules vidéo qu'on vient de tourner en lien avec les pratiques gagnantes, comme celle de Marie-Chantal et de Michel qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a différentes capsules qu'on va pouvoir intégrer pour toujours bonifier les contenus. Bon, tout ça pour dire vive l'amélioration continue hein, pour tout le monde, nous aussi. On vous a aussi développé, on va vous développer des outils pensés pour mieux vous accompagner. Par rapport à ça, justement, je vous inviterai à remplir là, le petit sondage de satisfaction à la fin du webinaire. Vous allez avoir le code QR parce que on a des questions sur les thématiques qui vous intéressent, qui vous parlent le plus dans vos organisations, puis peut-être aussi qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme accompagnement. Donc, ça va nous permettre aussi de bâtir des choses pour vraiment qui vont être utiles, qui vont vraiment répondre à vos besoins. Eh bien, gardons contact. On est disponible, vous le savez probablement, sur les réseaux sociaux. On a aussi notre chaîne YouTube. Puis vous pouvez nous rejoindre à info@commerciallappui.org. Et voici le petit code QR à aller sélectionner là, pour justement pouvoir remplir le sondage de satisfaction. Ça va peut-être durer 1 minute, 2 max. Je voulais vous remercier, en fait. Puis là, arrive le temps de répondre à vos questions. Donc, moi, je vais juste me faire de l'espace. Kidou, je vais aller voir les questions. Guylaine, si tu veux te joindre à moi, on pourrait aller lire ça ensemble puis voir. Certainement. Okay. Parfait. J'ai une question sur le PowerPoint. Oui, vous allez avoir accès à tout promis dans les 2 prochaines semaines. Une question en termes de loisirs et des intervenants qui ont à cerner les besoins. Est-ce que les intervenants sont formés pour référer les PPA, les personnes proches aidantes, dans des services qui ne sont pas nécessairement communautaires, car il y a une absence d'activité physique dans le milieu communautaire qui rejoint les jeunes PPA actifs? Donc, la question, si je la reprends, est-ce que les intervenants sont formés pour référer les personnes proches aidantes dans les services qui ne sont pas nécessairement communautaires? En fait, je peux essayer de répondre. En fait, oui, de plus en plus, avec le communautaire, on essaie de donner l'information pour que ce soit, lorsqu'il y a un besoin autre que ce qu'on est capable d'offrir, ce soit dirigé soit par le réseau de la santé, soit ça peut être aussi par exemple, quand il y a des colloques, des événements où on peut rediriger, on informe dans le fond tout le monde pour qu'il y ait une collaboration
entre les services. Alors, je pense que oui, c'est une notion qu'il faut intégrer de plus en plus. Je pense que ça se pratique de plus en plus au niveau de un service qui ne peut pas être offert aux communautaires. D'emblée, les gens sont très professionnels et ils réfèrent, du moins, c'est quelque chose qu'on devrait partager davantage. On doit référer pour ne pas laisser un proche aidant sans service. Là, vous parlez d'activité physique, j'imagine que ça a un lien avec les bonnes habitudes de vie. Mais sinon, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Ouais, sinon, on peut réécrire dans le Oui, clavardage pour nous le signifier. oui. Merci, Guylaine. Puis en passant, il y a quelqu'un qui a demandé si on pouvait avoir le lien et pas seulement le code QR. Oui, il a été déposé là, justement dans le QR. Je pense qu'on a une nouvelle publication. Lorsque les outils seront disponibles, de quelle manière sommes-nous informés? Oui, c'est ça. Il va y avoir une infolettre qui va vous être envoyée d'ici 2 semaines. Les outils, vous allez avoir les liens pour pouvoir les télécharger. Tout à fait. Donc, avec tous les autres liens pertinents liés avec ce webinaire-là, ça va être envoyé d'ici 2 semaines. Allez-y gaiement avec vos questions. On a le temps. C'est bon. Il n'y a pas nécessairement de questions pour l'instant, mais je vais commencer par, en fait, vous dire ben merci, honnêtement, merci sincèrement pour votre attention, votre intérêt, votre contribution aussi aux pratiques gagnantes. Et on le dit souvent, là, c'est vraiment un projet qui résonne dans le savoir collectif, donc c'est quelque chose à garder vivant au fil des prochains mois, des prochaines années. Donc, on a comme tous et tout un rôle à jouer pour les mettre à jour, puis s'assurer qu'ils répondent bien à nos besoins pour toujours mieux répondre aux besoins des personnes proches aidantes, finalement. Donc, merci encore une fois. Puis on se dit, ben, à la prochaine! Merci.